Bonjour, bienvenue sur Athlétique Carnivore. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de nous. Donc Athlétique Carnivore n'a pas pour objectif de gagner la guerre des régimes. Non, notre objectif, il est un petit peu plus ambitieux et on veut comprendre la biologie humaine suffisamment bien pour proposer à chaque personne une stratégie nutritionnelle et un mode de vie aussi cohérent que possible avec son fonctionnement, son activité, ses objectifs et sa capacité réelle à s'adapter. Autrement dit, nous ne voulons pas simplement vous dire quoi manger. Nous voulons comprendre pourquoi. Pourquoi ce carburant à ce moment-là? Pourquoi cette quantité? Pourquoi cette fréquence? Pourquoi cette stratégie chez cette personne et pas nécessairement chez une autre? Parce qu'un être humain, c'est pas une feuille Excel. Et une alimentation n'est pas optimale simplement parce qu'elle porte une étiquette, qu'elle soit carnivore, cétogène, low carb, méditerranéenne, peu importe le nom. Ce qui nous intéresse, c'est ce que cette stratégie fait réellement dans l'organisme. Donc de la biologie, de la physiologie, de la nutrition, de la performance, de l'individualisation. Et une règle qui devrait être évidente mais qui ne l'est pas toujours, le meilleur argument doit gagner même lorsqu'il contredit ce que nous pensions hier. Si cette façon de travailler vous intéresse, restez avec nous, parce qu'aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi nous refusons de construire notre crédibilité autour d'un concours de diplôme ou autre performance, et surtout pourquoi ça change complètement notre façon de travailler avec la nutrition carnivore. Alors on va commencer par une petite phrase simple. Un diplôme atteste d'une formation. Il ne transforme pas automatiquement chaque phrase de son titulaire en vérité. Et l'absence de diplôme ne transforme pas automatiquement une affirmation en erreur. Encore heureux. Cette nuance, elle est essentielle. Parce que au moment où vous remplacez l'analyse d'un argument par le statut de celui qui la prononce, vous avez arrêté d'examiner l'idée. Vous avez commencé à examiner la personne. Nous, on veut faire exactement l'inverse. On veut retirer le titre, retirer le prestige, retirer tout ce qu'il y a autour, la blouse, tout ce que vous voulez, le nombre d'abonnés ou que sais-je. Et qu'est-ce qui reste? Une affirmation, une méthode, des données, une cohérence biologique et la possibilité de vérifier. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est aussi pour ça que on ressent pas le besoin d'étaler, je sais pas moi, les qualifications, les CV des personnes qui travaillent autour du projet. Vous ne venez pas pour construire une démonstration en commençant par une collection de titres ou de diplômes ou de parcours universitaires. Alors c'est pas un oubli de notre part, c'est un choix. Les parcours existent, heureusement, les compétences aussi, les expériences existent, mais nous voulons que ce soit les arguments qui soient visibles en premier. On ne veut pas vous dire, croyez-nous, parce que nous avons tel ou tel titre, on préfère vous dire, voici ce qu'on avance, voici les mécanismes, voici les données, voici les limites. Maintenant, échangeons, discutons. Parce que la recherche commence précisément là où la discussion reste ouverte. Un argument pour, un argument contre, une hypothèse, une objection, une nouvelle donnée, une correction éventuelle. C'est comme ça qu'une idée progresse. Et pas en disant je suis telle et telle personne, j'ai tel titre, pas davantage en disant je ne suis personne ou j'ai pas de titre et que forcément je suis plus libre. Donc aucun de ces deux raccourcis nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui résiste à la contradiction. Alors pour illustrer tout ça, l'histoire elle nous offre de très beaux exemples. On a Anthony van Leeuwenhoek, désolé pour la prononciation, qui n'était pas un professeur d'université. Il travaillait dans un commerce de tissus. Pourtant, en perfectionnant ses microscopes et en observant ce que personne n'avait pu observer avant lui, il devient l'une des figures fondatrices de la microbiologie. Un autre exemple, Michael Faraday, qui commence lui comme apprenti relieur. Son éducation formelle est limitée, mais il lit, il apprend, il expérimente, et ses travaux sur l'électricité et l'induction électromagnétique participent aux fondations du monde moderne. Encore un autre exemple, les Wright, qui travaillaient dans la mécanique et la bicyclette. Ils n'ont pas attendu qu'un diplôme leur donne l'autorisation de réfléchir au vol motorisé. Ils ont étudié les problèmes existants, ils ont construit, mesuré, testé, corrigé, puis recommencé et recommencé encore. Et un dernier exemple, on va prendre Tu Youyou, qui offre un exemple particulièrement intéressant en médecine. Alors elle avait une formation en pharmacie, elle n'était pas médecin, elle n'avait pas de doctorat. Son travail sur l'artémisinine a profondément changé le traitement du paludisme et lui a valu un prix Nobel de physiologie de médecine.
Alors attention, le message n'est pas les diplômes ne servent à rien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça serait complètement stupide. Évidemment qu'une formation sérieuse, ça apporte énormément. Des bases théoriques, une méthode, un langage commun, une expérience clinique ou scientifique, un cadre professionnel, parfois des décennies d'expertise. Mais il existe une différence fondamentale entre expertise et infaillibilité. Alors il y a une phrase qu'on aimerait bien que vous reteniez, c'est l'expertise mérite d'être écoutée. Elle ne mérite jamais d'être dispensée de preuves. C'est exactement la philosophie qu'on veut défendre. Et si vous appréciez déjà cette façon de raisonner, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Alors, pas simplement pour entendre des opinions, mais parce que nous allons continuer à prendre des sujets de nutrition, de métabolisme de viande, de sucre, de performance et de santé pour les démonter mécanisme par mécanisme. Pas pour les démonter, pour comprendre. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. Est-ce qu'un chercheur extrêmement qualifié peut être influencé par son époque, par son environnement, par une hypothèse dominante, par un financement, par un conflit d'intérêts? Évidemment. Alors on a un autre exemple, c'est l'industrie sucrière et des chercheurs de Harvard dans les années 60 qui parlent précisément de ça. C'est-à-dire que des documents historiques analysés, plusieurs décennies plus tard, ont montré que la Sugar Research Foundation avait financé une revue scientifique portant sur les facteurs alimentaires des maladies coronariennes. La revue, elle a été publiée, mais elle mettait fortement l'accent sur les graisses et le cholestérol et minimisait les arguments concernant le sucre. Le financement apparaissait pas du tout dans la publication. Donc soyons précis, cela ne prouve pas que toute la recherche sur les graisses était fausse. Cela ne prouve pas que tous les chercheurs concernés étaient malhonnêtes ou corrompus ou ce que vous voulez. Non, ça ne prouve pas que le sucre explique à lui seul les maladies cardiovasculaires. Ce serait exactement le genre de raccourci qu'on n'apprécie pas et qu'on critique. Ce que ça montre, c'est beaucoup plus simple. Le prestige ne vaccine pas contre les biais. Harvard n'est pas une méthode scientifique. Harvard est une institution. La méthode scientifique, elle, consiste à regarder comment la question a été posée, comment les données ont été obtenues, comment elles ont été analysées et jusqu'où les conclusions peuvent réellement aller. Même règle pour tout le monde. C'est pour ça qu'on dit faire confiance peut être utile, vérifier reste indispensable. Et cette règle devient particulièrement importante lorsqu'on parle de nutrition. Alors, on va prendre la viande rouge. On peut trouver de grands groupes observationnels qui associent une consommation plus élevée de viande rouge à certains risques. Ces études, elles doivent être lues, elles doivent être prises au sérieux, mais elles doivent aussi être décrites correctement. C'est-à-dire qu'un groupe observationnel reste un groupe observationnel, même lorsqu'il porte un nom prestigieux. On observe des personnes, on estime leurs habitudes alimentaires, on les suit, on ajuste statistiquement de nombreux facteurs, et puis on observe des associations. Une association peut être importante, elle peut orienter la recherche, elle peut faire apparaître un signal, mais elle n'est pas automatiquement une démonstration de causalité. Et cette règle, elle doit fonctionner dans les deux sens. Si demain, une étude observationnelle montre que les plus gros consommateurs de viande vivent plus longtemps, on n'a pas le droit de transformer ça en preuve définitive que la viande prolonge la vie. Sinon, on fait plus de science. On fait du marketing idéologique ou ce que vous voulez, mais en tout cas, on n'est plus dans ce qu'il faut. Donc, on ne doit jamais avoir besoin de tricher avec le niveau de preuve pour défendre ses idées. Cette phrase, elle est importante parce que nous, on n'est pas là pour que le carnivore il ait raison à tout prix. Nous, on veut savoir où est-ce qu'il a raison, où est-ce qu'il est utile, pour qui, dans quel contexte, et où nos connaissances restent encore insuffisantes. C'est beaucoup plus intéressant, c'est comme ça qu'on avance. Et surtout, beaucoup plus utile pour vous, pour nous, pour tout le monde. Parce que notre but, c'est pas de fabriquer des croyances. On n'est pas une secte, on n'est pas là pour vous rallier à la cause. Nous, on vous dit juste ce qu'on en pense et les bienfaits qu'on y trouve. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Chacun a sa propre expérience, et justement, c'est ce retour d'expérience qui nous intéresse, et c'est là qu'on est différent. Quand on parle de carnivore, on ne parle pas simplement de supprimer tous les aliments végétaux et d'essayer de rester en cétose le plus profondément possible jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas notre définition de l'optimisation. On ne considère pas que le glucose est un poison par définition. On ne considère pas que les cétones doivent être maximisées en permanence. On ne considère pas qu'un taux de cétone plus élevé signifie automatiquement une meilleure santé. Non, nous on s'intéresse à la capacité de l'organisme à utiliser le carburant adapté, le bon carburant au bon moment. C'est vraiment ça le cœur de cible.
Donc ça, oui, c'est notre signature. Le corps humain, il peut utiliser du glucose, il peut oxyder des acides gras, le foie peut produire des corps cétoniques, le lactate peut être utilisé, transporté et recyclé, et la contribution relative de ces différents substrats change avec le contexte. Pendant le sommeil, pendant le jeûne, après un repas, pendant une marche, pendant un effort prolongé, pendant une séance de musculation, pendant un sprint. Plus l'intensité augmente, plus l'utilisation du glucose et du glycogène musculaire peut devenir importante. Dans d'autres situations, l'oxydation des graisses peut contribuer davantage. C'est pas une contradiction. C'est précisément ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. C'est ça qui est intéressant. Et voici une autre phrase à retenir. Un organisme performant n'est pas celui qui n'utilise qu'un seul carburant. C'est celui qui sait changer de carburant lorsque la demande change. Voilà pourquoi on ne veut pas confondre une alimentation carnivore ou low carb avec l'idée que le glucose serait biologiquement inutile dans toutes les situations. Nous, ce qu'on cherche, c'est une stabilité biologique capable de s'adapter. La base alimentaire qu'on utilise, elle est généralement très fortement orientée vers les aliments d'origine animale, selon les personnes et les situations. Pourquoi ? Parce qu'une telle base peut simplifier énormément l'alimentation. On cherche de la simplicité aujourd'hui, faut être honnête. Parce qu'elle écarte facilement une grande quantité de produits ultra transformés, parce qu'elle apporte des protéines complètes, des acides aminés essentiels, de la vitamine B12, du fer héminique, du zinc et de nombreux nutriments qui sont intéressants. Alors ensuite arrive la question, à mon sens, la plus importante, c'est qui avons-nous en face de nous ? Parce qu'avant de dire à quelqu'un quoi manger, il faut savoir comment il fonctionne. C'est probablement ici qu'on s'éloigne le plus des protocoles alimentaires prêts à l'emploi. Alors imaginez une personne qui viendrait nous voir, nous pourrions lui remettre immédiatement une liste. Mangez ceci. Bon. Supprimez ça, faites 3 ou 2 repas ou un seul. Prenez tel ou tel complément, faites tel sport, et puis chacun rentre chez soi. Mais sur quoi cette stratégie serait-elle individualisée si nous n'avons même pas cherché à comprendre la personne ? Comment elle dort, comment elle récupère, comment elle réagit au stress, comment elle vit la restriction ? Est-ce qu'elle a besoin d'une structure stricte ou est-ce que c'est précisément ça qui l'a fait échouer ? Comment fonctionne sa motivation ? Comment elle répond à la compétition, à la nouveauté, à la routine, à l'effort ? Quel sport elle pratique ou aimerait pratiquer ? À quelle intensité ? Bref, quel est son historique alimentaire, quel est son objectif réel, perdre du gras, construire du muscle, améliorer ses performances, stabiliser son énergie, simplifier son alimentation, retrouver une relation plus cohérente avec la faim et la satiété. La même stratégie ne peut pas être supposée parfaite pour toutes ces situations simplement parce qu'elles portent le même nom. Et c'est là qu'on utilise ce qu'on appelle chez Athlétique Carnivore le neuroprofil. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'être le plus précis possible. Donc, on ne prétend pas qu'un questionnaire permet de mesurer directement la dopamine ou la sérotonine dans le cerveau. Ça serait complètement faux. Nous, on cherche une grille de fonctionnement. Comment cette personne prend-elle ses décisions ? Qu'est-ce qui la motive ? La récompense, l'objectif, la sensation, la nouveauté, la stabilité. Comment est-ce qu'elle réagit à la pression, à l'interdiction, à la monotonie, à l'incertitude. Et on essaye également de distinguer son fonctionnement actuel de ce qu'on identifie comme son fonctionnement de fond. Parce qu'une personne qui va être épuisée, stressée, privée de sommeil ou enfermée depuis des années dans une succession de restrictions peut se comporter très différemment de ce qu'elle était auparavant. Le but, c'est donc pas de poser une étiquette sur son fond, le but, c'est de comprendre comment construire une stratégie qu'elle puisse réellement utiliser, qui soit bénéfique pour elle. Certaines personnes vont très bien tolérer un cadre carnivore extrêmement strict. Pour d'autres, une stratégie low carb mieux adaptée à leur fonctionnement peut être beaucoup plus stable à long terme, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et ce qui nous intéresse, c'est donc pas de forcer tout le monde à afficher la même pureté alimentaire, si tant est qu'il puisse y en avoir une. Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir la meilleure cohérence possible entre la biologie, le comportement, l'objectif et l'adhésion. Parce que une stratégie biologiquement élégante mais humainement impossible à suivre, c'est pas une bonne stratégie. Donc on peut encore se le dire, on ne nourrit pas une feuille Excel.
On travaille avec un être humain, donc c'est exactement la raison pour laquelle deux personnes peuvent recevoir deux stratégies différentes. Une personne très orientée objectif peut parfois parfaitement fonctionner avec un cadre strict, parce que ça va la rassurer, elle sait où elle va, elle applique. Mais une autre peut très bien fonctionner davantage par sensation. Une rigidité excessive peut produire 3 semaines parfaites, et puis tout à coup c'est l'abandon complet. Donc dans ces situations, une petite marche planifiée de manœuvre peut parfois être plus intelligente qu'un protocole théoriquement pur, mais impossible à maintenir. Ce n'est pas abandonner la physiologie, c'est intégrer la psychologie comportementale à la physiologie. Et pareil, selon le sport pratiqué, on peut également réfléchir au carburant autour de l'effort. Un effort très glucolytique n'a pas exactement les mêmes besoins immédiats qu'une marche tranquille. Encore une fois, le bon carburant au bon moment. Si vous écoutez cette vidéo et que vous vous reconnaissez justement dans le problème inverse, beaucoup de conseils génériques, beaucoup trop de protocoles, essayez, personne qui commence réellement par comprendre votre propre fonctionnement, c'est précisément ce que nous travaillons dans nos consultations et nos suivis. N'hésitez pas, connectez-vous sur notre site, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors vous trouverez les informations, et l'objectif n'est pas de vous vendre une religion alimentaire, qu'on s'entende bien, l'objectif c'est de construire une stratégie autour de la personne. Et ce principe vaut également lorsqu'on parle de neurotransmetteurs. Il faut éviter les raccourcis, on ne nourrit pas directement la dopamine comme on remplirait un réservoir d'essence. Les systèmes dopaminergiques, sérotoninergiques, noradrénergiques reposent sur des mécanismes complexes. Des précurseurs, des enzymes, des cofacteurs, l'état énergétique, le sommeil, le stress, l'activité physique et de nombreux systèmes de régulation. Quand on parle d'agir sur un terrain favorable, on parle donc d'utiliser la nutrition, l'entraînement, la récupération et l'organisation du quotidien pour créer un environnement plus cohérent avec le fonctionnement recherché et surtout le fonctionnement de la personne. Pas de promettre qu'un aliment va remplir votre cerveau de dopamine, non. Cette nuance, elle peut paraître moins spectaculaire, mais elle est infiniment plus sérieuse, et c'est exactement la marque qu'on veut construire. On ne veut pas être une chaîne qui cripe le plus fort, c'est pas ça le but recherché. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir la chaîne qu'on ouvre pour comprendre pourquoi. Pourquoi le sucre produit tel effet, pourquoi un régime cétogène produit tel effet, pourquoi la viande est attaquée sur certains sujets, pourquoi certaines études ne disent pas exactement ce que le titre médiatique affirme, ou alors encore pourquoi une personne peut réussir avec une stratégie et une autre échouer avec la même, pourquoi l'entraînement change les besoins, pourquoi le sommeil change les réponses, pourquoi la génétique compte, mais elle ne donne pas à elle seule toutes les réponses. Parce que la génétique, si elle est un excellent exemple de la prudence que nous voulons défendre, oui, la génétique, elle influence évidemment certaines réponses biologiques, mais oui, certains variants peuvent être intéressants, encore heureux. Mais il existe un fossé entre dire ce variant peut influencer un mécanisme et dire grâce à quelques variants, nous connaissons votre alimentation idéale. Non, c'est pas. Je trouve que le raccourci, il est trop simple. Un gène n'agit pas dans le vide, il interagit avec d'autres gènes, avec l'environnement, avec l'âge, avec le sommeil, l'activité physique, avec la composition corporelle, avec l'histoire métabolique, avec les médicaments et les traitements éventuels, avec des milliers de variables. Et lorsqu'une personne propose une recommandation nutritionnelle hyper précise à partir d'un marqueur génétique ou autre, il faut quand même se poser la question. Où est la validation qui montre que cette recommandation, elle va réellement améliorer les résultats ? Pas se fier uniquement au titre ou je sais pas moi, au nombre d'abonnés ou que sais-je, ou depuis combien d'années vous répétez cette idée, mais qu'est-ce qui la démontre ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est démontrer les choses. Et c'est ici que l'histoire, par exemple, on va prendre une autre histoire, Ferrari et Lamborghini, qui devient intéressante. Alors Ferruccio Lamborghini, il est déjà un industriel prospère, notamment dans les tracteurs, et il possède des voitures de sport. La célèbre histoire, elle raconte qu'après avoir critiqué certains problèmes de ses Ferrari, il aurait été remis à sa place par Enzo Ferrari en substance parce qu'il fabriquait des tracteurs et il n'avait pas à expliquer comment construire une voiture de sport. Alors les versions exactes de cette conversation, elles diffèrent, mais on ne sait probablement pas quels mots précis ont été prononcés, mais le résultat historique, il est réel. Ferruccio Lamborghini, il a fondé Automobili Lamborghini en 1963. Et quelques années plus tard, la marque produit des automobiles devenues mythiques. Et toujours mythiques. La leçon n'est pas « l'outsider a toujours raison ». Ça serait trop simpliste et presque idiot. La leçon, elle est « ne confondez pas l'origine d'une personne avec la limite de ce qu'elle est capable de comprendre ».
Et ne confondez pas le statut d'un spécialiste avec une garantie d'infaillibilité. C'est exactement pour ça qu'on ne veut pas jouer au concours des diplômes. On n'a aucun problème avec les diplômes, évidemment. Mais nous, on a un problème avec leur utilisation comme substitut à l'argument. Je veux dire, un professionnel peut apporter énormément, un chercheur, un biologiste, un diététicien, un médecin, un coach, un ingénieur, un artisan, un retraité, parfois une personne extérieure au domaine voit une question que les scientifiques n'avaient pas posée de la même manière. C'est toujours pareil, on regarde toujours avec son prisme, hop, et élargissons notre champ de vision. Ça ne veut pas dire que toutes les opinions se valent, mais elles ne se valent pas. Toutes les compétences ne se valent pas, toutes les expériences ne se valent pas, toutes les études ne se valent pas. Donc nous, on défend quelque chose de plus précis, l'égalité devant la preuve. Si vous trouvez une erreur chez nous, montrez-le-nous. Il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre, on est là pour s'enrichir. Si on a mal lu une étude, expliquez-nous. Si un mécanisme physiologique est faux, démontrez-le-nous, il n'y a aucun souci, au contraire. Et si une meilleure donnée apparaît, apportez-la. Et si votre argument est le meilleur, alors c'est lui qui doit gagner. Enfin, c'est lui qu'on mettra en avant. Tout le monde a le droit à l'erreur, errare humanum est, encore heureux. Mais si ça nous oblige à corriger une vidéo, on la corrigera, parce que la crédibilité, elle ne consiste pas à ne jamais se tromper, elle consiste à ne pas s'accrocher à une erreur après l'avoir identifiée. Voici peut-être la phrase qui résume le mieux toute notre philosophie. Nous ne cherchons pas à avoir raison contre les faits, nous cherchons à construire notre raisonnement avec eux. C'est également la raison pour laquelle nous regardons avec intérêt le développement des recherches humaines consacrées aux alimentations carnivores. Le fait qu'une approche soit étudiée ne prouve pas qu'elle est parfaite. Cela ne prouve pas son innocuité universelle. Cela ne prouve pas sa supériorité pour tout le monde. Cela signifie simplement que la question mérite d'être testée correctement. Alors testons, mesurons, comparons, regardons les bénéfices, regardons les risques, regardons chez qui ça fonctionne moins bien ou pas du tout, à quelle dose, dans quelle durée, dans quel contexte. Voilà ce qui nous intéresse vraiment, et c'est aussi la direction que nous voulons donner à tous nos contenus. Sur YouTube, d'ailleurs, nous allons continuer à transformer des sujets complexes en essayant de vulgariser de manière compréhensible, sans les mutiler, c'est le but. Sur Facebook et Instagram, on va multiplier les formats courts, les réponses, les débats et les extraits. Sur notre site, vous pourrez retrouver les articles, les ressources et notre travail de fond. Parce que nous, on est passionnés, donc on fouille, on cherche, on essaie de comprendre. Et si on a tort, on reconnaît qu'on a tort, il n'y a pas de souci, on rectifie le tir. Tout le monde est content et on avance, quoi. Et si vous souhaitez passer de l'information générale à une stratégie individualisée, vous pouvez également retrouver nos consultations et nos suivis. Parce qu'il existe une différence entre regarder une vidéo sur la nutrition et travailler sur votre propre nutrition. Une vidéo parle à des milliers de personnes, une consultation, elle parle qu'elle vous seule. Et c'est précisément là que l'individualisation prend tout son sens. Alors finalement, c'est quoi Athlétique Carnivore? Alors c'est pas simplement manger de la viande, ce serait beaucoup trop pauvre. Athlétique Carnivore, c'est une tentative de remettre la biologie au centre de la nutrition, de comprendre les carburants, de comprendre leur utilisation, de comprendre l'effort, de comprendre la récupération, de comprendre la personne, de comprendre les limites des études et de comprendre ce que nous savons et reconnaître ce que nous ne savons pas encore. Une alimentation très majoritairement animale, peut constituer notre base de travail dans de nombreuses situations. Mais le mot important, c'est surtout adapter. Flexibilité métabolique plutôt qu'obsession d'un état unique. Le bon carburant au bon moment, encore une fois. La personne avant le protocole ne neuroprofile comme grille de fonctionnement, pas comme dosage magique ou je ne sais quoi d'autre, coup de baguette magique pour le cerveau. Non, la génétique comme information, effectivement utile, pas comme horoscope nutritionnel et surtout une exigence constante. Si demain, de meilleures données nous obligent à modifier quelque chose, on les modifie. C'est comme ça qu'on veut mériter votre confiance. La confiance, ça se mérite. Donc voilà. Donc pas en vous demandant de croire en nous parce que c'est nous, mais en vous montrant notre raisonnement, en vous donnant les mécanismes et en vous montrant les limites et en vous laissant vérifier, parce que c'est toujours pareil, vérifier. Si cette philosophie vous parle, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Suivez également Athlétique Carnivore sur Facebook et Instagram.
Partager cette vidéo à quelqu'un qui pense encore qu'une discussion scientifique peut se gagner simplement avec un titre placé devant un nom. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec votre propre situation, rendez-vous sur notre site pour découvrir nos consultations et nos suivis. Mais avant de partir, j'aimerais quand même vous poser une question. Dans une discussion scientifique, qu'est-ce qui vous donne réellement confiance ou qui vous rassure? Le titre, l'expérience, la qualité des sources, la capacité à expliquer, la capacité à reconnaître quand on ne sait pas, ou reconnaître ses limites, ça arrive. Parfois, il y a des médecins qui renvoient sur un autre médecin parce que ce domaine-là, c'est pas leur domaine. Ça arrive à tout le monde dans n'importe quel métier. Et avant de terminer, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Si quelqu'un choisit lui-même de placer son statut au centre du débat et de dire, en substance, mon titre doit renforcer la crédibilité de ce que j'affirme, alors une autre question devient logiquement possible. Comment ce parcours professionnel est-il lui-même évalué par ses pairs ou par les institutions de sa profession? Est-ce qu'il y a des désaccords professionnels, des rappels à l'ordre, j'en sais rien, des décisions disciplinaires ou autres? Et si c'est le cas, est-ce que ces éléments signifient réellement? Attention, je veux dire, ils ne prouvent pas automatiquement qu'une affirmation scientifique est fausse, encore heureux. Exactement comme un titre ne prouve pas automatiquement qu'elle est vraie. Mais on peut pas demander qu'un statut professionnel soit considéré lorsqu'il nous avantage, puis expliquer qu'il ne faut plus regarder le parcours professionnel lorsqu'il soulève des questions. Il faut être cohérent, il faut être juste et honnête, quoi. Donc soit le CV est un argument, et alors il faut accepter qu'on le regarde dans son ensemble. Soit le CV n'est pas la preuve, et alors on revient sur ce qui nous intéresse depuis le début. L'argument, les données, la biologie, la méthode et la capacité à répondre à la contradiction. C'est précisément là qu'on veut se placer, pas au-dessus du débat, non, à l'intérieur du débat, avec une règle identique pour tout le monde. Argument pour, argument contre, démonstration, réponse, correction si nécessaire. Et c'est ça, rechercher et surtout garder cette règle, faire confiance, peut être utile, comprendre est encore mieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Athlétique Carnivore. Merci.